Welcome to the Loud Whisper Takeover podcast. Today is an episode in French. Aujourd'hui, on a un épisode en français et on va parler de la longévité de l'artiste athlète. Comme vous le savez, je suis une actrice d'action, je fais des combats chorégraphiés pour l'écran, j'ai un parcours en tant que chorégraphe, en tant que danseuse. Tout ça, c'est super, mais comment est-ce qu'on reste dans l'industrie à long terme? Il y a beaucoup d'épisodes dans ce podcast où on parle du mindset, mais aujourd'hui, on va parler du corps, des blessures, de la nutrition. Comment est-ce qu'on fait notre métier à long terme? Alors, longue histoire courte, dans ma trentaine, j'ai perdu contrôle de mon corps, j'avais énormément grossi, mon niveau d'énergie était super bas. Je pensais sincèrement que ma carrière, c'était terminé, ma carrière dans le mouvement. J'ai rencontré un premier entraîneur qui m'a changé ma vie et qui a sauvé ma santé, qui m'a aussi fait aimer aller à la salle de sport, parce que je peux vous dire que moi, la salle de sport, je la détestais. Malgré que j'avais été danseuse professionnelle, je pensais bien manger, mais en réalité, j'avais rien compris à la nutrition. Puis j'ai rencontré un deuxième entraîneur en Belgique qui a changé ma manière de voir comment m'entraîner. Il m'a vraiment permis de changer mon game, en fait. Il m'a permis de voir comment je pouvais vraiment faire une connexion entre ce que je faisais à la salle de sport avec toutes mes autres activités en tant qu'artiste athlète. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial et je vous invite à rencontrer Issa de TLA Coaching. Salut Issa, Salut comment ça va? Cindy, comment vas-tu? Tout le monde, bonjour à tout le monde. Je suis super emballée de te parler aujourd'hui. Alors d'abord, pour que les gens comprennent un peu ton monde, toi, ta marque, enfin ton business, c'est TLA Mhm, Coaching ou TLA mhm. Coaching. D'abord, tu peux nous expliquer d'où vient ce nom et pourquoi tu as donné ce nom à ta pratique du coaching Bah, en salle de c'est sport. tout simplement parce que voilà, c'est par rapport déjà à moi-même, c'est faire cette transition-là c'est une histoire c'est toute ma vie. Donc j'étais athlète et pour l'instant je ne m'entraîne plus pour pour des compétitions ou autre chose, mais je continue à m'entraîner comme avant. Voilà, c'est une transition de l'athlète, on va dire pro à l'athlète de la vie, quoi. Donc, je pense que même si tu ne prépares pas une compète, tout le monde devrait vraiment entraîner son corps de cette façon-là. C'est pour ça que j'ai gardé ce nom-là, que j'ai préféré avoir ce nom-là. Entraîne-toi comme un athlète, tu vois. Même si tu ne dois pas préparer une compétition, bah, tu dois entraîne-toi comme ça parce que, voilà, c'est beaucoup plus bénéfique d'être, et c'est plus complet pour quelqu'un et ça aide beaucoup dans ma vie de tous les jours et je suis beaucoup plus en forme, je suis plus apte à faire beaucoup plus de choses que si je faisais juste, enfin, je dis pas que le bodybuilding c'est quelque chose de mauvais, mais voilà. Le bodybuilding, c'est bien quand tu vas faire une compétition, c'est très physique, on veut montrer le physique. Mais après, je trouve pas que c'est très intéressant pour quelqu'un voilà, qui va être apte à s'occuper de ses enfants, par exemple, à jouer avec ses enfants, là, tu vois, à faire ses activités dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai voulu donner ce nom-là. Et puis, c'est une façon de s'entraîner que je trouve que, personnellement, j'aime bien parce que c'est bénéfique sur plusieurs points. Et voilà, c'est toute une philosophie que les gens devraient plus se tourner vers cette façon de s'entraîner, quoi. TLA Coaching, Train Like an Ouais, Athlete. Tu entraînes et on va dire monsieur et madame tout le exact. monde, tu les encourages à s'entraîner comme des athlètes. Tu entraînes aussi des athlètes comme moi. Je suis venue chez toi. Je t'ai envoyé aussi des danseurs qui sont vraiment bluffés par ta manière d'approcher les choses et ça leur change leur vie. Alors toi, en tant qu'athlète, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'athlète, en fait, avant Moi, d'être je faisais coach? du sprint, je faisais 100, 200 mètres à voilà, athlétisme, quoi. Et voilà, et j'ai fait ça plusieurs années. À un certain moment, bah, j'ai eu ce truc-là que j'ai dû arrêter parce que j'avais aussi beaucoup de blessures. J'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière. Et à un certain moment, bah, c'est la fin de carrière, quoi. Donc, il fallait passer à autre chose. Et pour rester dans le milieu du sport, bah, je me suis converti. De toute façon, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Je continue à m'entraîner presque comme avant. Et voilà. Pour revenir à ce que tu me demandais, ouais. Donc
ouais, donc j'étais sprinter. Et voilà. Et maintenant, je m'entraîne plus ou moins, continue à faire plus ou moins les mêmes entraînements qu'avant, même si je ne prépare pas je dois plus me préparer pour une compétition. Et alors, quand tu étais jeune Mhm. athlète, est-ce que tu comprenais déjà tout l'aspect nutrition, tout l'aspect, comment s'entraîner en salle pour que ça te permette, d'être encore plus performant sur la piste? Ou bien est-ce que ça, c'est venu en fait, en étudiant le fitness en profondeur, en étudiant la nutrition en profondeur? Un peu ce qui m'est arrivé comme moi, en tant que danseuse, c'est venu plus tard dans ma vie où toi, très jeune, tu étais déjà très conscient de tout ça. Non, pas vraiment. Quand tu es jeune, tu sais que tu dois avoir une hygiène de vie. En plus, l'athlétisme, c'est un sport qui demande beaucoup de rigueur et comment je vais dire ça? Ça demande beaucoup plus d'assiduité. Donc, on savait que voilà, pour bien performer, tu devais avoir une bonne hygiène de vie. C'est pas pour autant que je savais tout ce qu'il fallait faire. On avait les conseils des coachs et tout par rapport à ça. Et on suivait au mieux. Mais bon, il y a toujours moyen de faire mieux quand j'étais jeune. Mais on, on, de toute façon, déjà à la base, on savait d'office qu'il fallait avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, bien manger, pour pouvoir gérer les entraînements et les compétitions. Et ça, c'est sûr. Mais bon, on était jeunes en même temps, on voulait profiter un peu aussi. Donc, c'est pas pareil que la conscientisation que j'ai maintenant quand j'étais jeune. Et maintenant, c'est pas la même chose. Donc, si je pouvais recommencer quand j'étais jeune, c'est sûr que je ferais beaucoup mieux les choses que quand j'avais fait. Même si j'étais conscient, j'avais pas toutes les clés que j'ai maintenant, toutes les connaissances que j'ai maintenant. Si j'avais appliqué ça quand je m'entraînais, c'est vrai qu'on mangeait bien, on s'entraînait, mais en même temps, c'était pas pareil que comme je faisais maintenant, tu vois. Donc, les connaissances que j'ai maintenant, si j'avais pu appliquer ça quand j'étais plus jeune, ça aurait été autre chose, quoi. Certainement. Je suis dans le même cas parce que je me dis si j'avais su ce que je sais Ouais, aujourd'hui et si j'avais pu l'appliquer quand j'étais, plus jeune, au pic de ma carrière de Mhm. danseuse, j'aurais pleuré beaucoup moins, je me serais blessée Mhm. beaucoup moins, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes aussi avec, l'image de mon corps parce que dans la danse, on est quand même soumis à des critères esthétiques qui sont, Tout à assez fait. restreints. Donc c'est vraiment pour ça que je veux que tu partages ton savoir aujourd'hui dans cet épisode parce que aussi une des choses pour lesquelles, moi, j'admire ton travail. C'est quand donc moi, évidemment, tu m'as aidé à m'entraîner, à me faire comprendre comment m'entraîner mieux. Mais je te vois aussi coacher des gens qui sont blessés, qui ont beaucoup moins de capacité physique, qui se sont laissés aller pendant Mhm. plusieurs années et tu es capable vraiment d'entraîner n'importe qui et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Tu es capable d'adapter les entraînements à tous les physiques, que les gens soient blessés, pas Ouais. blessés. Comment est-ce que tu as, en fait, développé tous ces outils comme ça, pour pouvoir t'adapter, à tout le monde? Comment tu as développé ces connaissances? Toutes ces connaissances, comment je vais dire, ouais, il y a les formations de base. Et puis, voilà, il faut pouvoir aussi comprendre quelqu'un. Moi, je fais toujours un entretien au début avec quelqu'un. Et dans cet entretien, bon, je parle avec la personne, je vois un peu comment la personne elle est déterminée, comment faire comment on dit ça, onboarding en anglais, on va dire. Comment Ouais. Bah, comment ils ouais, viennent ouais, à bord? Comment ils son, s'engagent, son démarrage. Donc, et après, bon, il y a toujours des petits tests physiques qu'on va faire aussi. Et à partir de là, ouais, c'est de sentir aussi, voilà, le passé de la personne, d'où est-ce qu'elle vient. Mais bon, le plus important, c'est d'avoir un point de départ. Et après, de là, faire progresser petit à petit les entraînements aussi. Et c'est hyper important que le mental des gens suive parce que les gens, parfois, ils savent faire les choses. Évidemment, ils savent pas tout faire. Mais voilà, ils savent faire des choses, mais ils ont plus confiance en eux aussi. Et la première chose, c'est d'arriver à le prendre, à le faire, allez, qu'ils prennent conscience qu'ils savent aussi faire des choses.
Et par rapport aux exercices, ouais, il y a une multitude d'exercices et donc c'est un savoir, c'est un savoir pour comment je vais dire ça, pour adapter un exercice à quelqu'un, pour le faire travailler sans qu'il ne se blesse, mais bon qu'il soit au-dessus de qu'il qu'il- qu'il soit, allez, comment je vais dire ça, qu'il sorte un peu de son confort, quoi. Il me semble aussi que tu es vraiment passionné de l'analyse du Ouais, mouvement. J'ai l'impression que tu regardes le corps, et tu analyses le mouvement, d'une manière très profonde. Mhm. Mais ouais, il y a des choses qui sont, mais c'est tout à fait naturel une fois que tu connais un peu le corps humain, que tu as l'habitude, c'est l'expérience. Bon, on va dire que ça fait depuis le temps que je coach, euh, j'ai eu presque beaucoup de cas. J'ai même entraîné quelqu'un qui était en chaise roulante. Je sais pas si tu as vu t'as jamais vu ce client-là? Non, Ouais, j'avais. Bon, voilà. Il non, j'ai faut pas s'adapter et ça allait bien, tu vois. Voilà. Il faut pas, c'est aussi un peu dans la tête, c'est d'arriver à changer un peu comment les gens, la personne en face de toi va appréhender les choses. Et à partir de là, ben, voilà. Une fois qu'on essaie quelque chose, de là, on peut le faire progresser, quoi. et c'est super important, ce dont tu parles maintenant, la confiance en soi et tout ça, parce qu'évidemment, là, il y a la confiance en soi de monsieur et madame tout le monde. Est-ce que je suis capable Tout de à fait. m'entraîner de la manière dont tu m'entraînes? Mais après, il y a l'artiste athlète, on a ça aussi quand on est blessé. Quand on se blesse, on perd confiance Ah en ouais. soi, on a peur de se blesser encore plus. Et là aussi, toi, par exemple, tu m'as beaucoup aidé quand moi j'étais blessée, l'année dernière, pour me dire: «OK, je peux continuer à m'entraîner, mais comment?» Et tu m'as aidé à répondre à ce genre de Tout à questions. fait, parce que il faut partir du point où, ok, c'est vrai que ce n'est pas l'homme qui doit s'adapter à l'exercice, l'exercice doit être aussi adapté à l'homme. Et si tu penses comme ça, tu peux faire beaucoup, tu peux mieux faire travailler quelqu'un que de vouloir, voilà, parce que tout le monde peut faire un squat. Et, mais tous les types de squats ne sont pas adaptés à tout le monde, d'accord? Et à la base même, tout le monde, on n'est pas, tout le monde n'est pas obligé de faire un squat. Il y a beaucoup d'exercices quand tu sais pas faire un squat pour faire travailler la personne. Et petit à petit, la personne reprend confiance, le corps s'adapte. Si l'alimentation suit, la récupération suit, parce qu'il faut aussi voir tout ça, c'est pas seulement l'exercice qui doit être adapté aussi, il faut voir comment la personne récupère d'un exercice ou d'un entraînement que tu fais à la personne pour pouvoir adapter, tu vois. Et petit à petit, ben, le corps change très vite, hein. Le corps s'adapte parce qu'il n'a pas le choix. Si la personne fait les choses comme il faut, le corps n'a pas le choix. Il s'adapte et à partir de là, ben, la confiance vient parce que la personne a réussi à faire quelque chose et après, on sait faire plus, hein. J'adore ce que tu as dit, c'est pas l'homme qui doit, être adapté à l'exercice, c'est l'exercice qui doit être adapté à l'homme, et aussi le fait que tu dis que le corps s'adapte Ah ouais? très vite, et je pense que ça aussi, ça donne très confiance et aux gens qui débutent dans le fitness. En Ah fait, en ouais. réalité, en quelques mois, notre corps Mhm, peut changer, et à l'artiste athlète qui est mhm, blessé. Par exemple, moi, l'année passée, j'étais blessée à la mhm. cheville. Ouais, Quand j'ai été voir, bien sûr. le kiné, on m'a dit: «Cindy, là, ça va prendre 8 ou Ouais. 9 mois», et en réalité, en Mhm. 3 mois, j'étais Ouais, complètement ouais, ouais, réparée, quoi. ça, c'est ton mental qui a Le travaillé. C'est ton mental parce qu'à un Ouais, certain moment, il faut que le mental prenne aussi le dessus par rapport à ce qu'on te dit, tu vois. Et il y a pas de fatalité parce que les gens qui viennent chez moi, ils ont vu un truc, ils ont vu un truc qui les a intéressés, voilà. Après, je pense pas que tout le monde vient chez moi parce que tu penses peut-être que j'entraîne tout le monde, tu vois, mais je pense pas que c'est tout le monde qui va venir chez moi parce que il faut, voilà, il y a une certaine mentalité que moi j'aime voir aussi chez les gens et voilà, tout le monde n'a pas ça. Et souvent, c'est même déterminant pour quelqu'un pour avoir du résultat quand on n'a pas cette mentalité-là, tu vois. Donc, ouais, c'est ton mental qui a fait qu'en 3 mois que ça a changé parce que tu as fait les choses aussi probablement pour ça. alors justement, tu parles du mental. Quels sont tes clients qui te donnent du fil à Ouais. retordre?
Ou éventuellement, tu te dis, tu sais quoi, en fait, on peut pas Ouais. vraiment travailler ensemble. Et quels sont les clients avec qui tu obtiens le plus de résultats? Quelle est vraiment la différence entre La les deux? différence entre les deux, c'est l'aptitude parce que des clients déjà et ce qu'ils pensent parce que parfois voilà le client il pense c'est carrément comme s'il payait une chirurgie. Il ne voit pas que enfin ok, c'est vrai qu'on a besoin du coach, mais à un certain moment il y a 80% qui doivent venir de toi. Moi je vais t'aider à réveiller les choses en toi. Après le travail, il doit être fait par toi. Et tu peux le voir chez certaines personnes que, voilà. Moi, parfois, je le sens. Je peux sentir que ça va venir vite. Et je peux aussi sentir que, voilà, ça va prendre du temps, tu vois. Parce que parfois, tu sais pas changer quelqu'un. Et après, voilà, il y a un gros boulot psychologique à faire avec un client. Mais après, moi, je suis pas très, très doué pour la psychologie. Et je ne serai jamais un psy pour un client. Même si je suis prêt à écouter mon client, à l'aider à le booster, j'ai quand même ce côté où, voilà, c'est un peu, on trouve que mes entraînements sont un peu militaires, d'accord? Donc c'est ça, moi j'aime bien que ça bouge. Et après, si la personne suit, eh ben, les résultats ils viennent très vite, tu vois? Les résultats ils viennent très vite. Donc tous mes clients qui ont été loin, c'est des gens qui étaient vraiment, mais c'est normal, hein. Il faut être déterminé, hein, et pas s'arrêter. Et tu as une éthique de travail qui est vraiment incroyable. Et ça fonctionne vraiment pour les athlètes artistes ou les artistes athlètes Ouais. comme moi. Alors maintenant, j'aimerais qu'on focus sur les artistes athlètes, donc c'est-à-dire les Mhm. danseurs, les gens qui font des arts martiaux pour la caméra, les gens qui font cascadeurs, parce que là, on parle d'un métier, ça peut être à court Mhm. terme, mais la plupart des gens sont passionnés, veulent le faire à long terme. Alors, il y a 4 piliers que j'aimerais adresser, avec toi, c'est la nutrition, l'entraînement en salle et comment cet entraînement en salle peut nous aider, la récupération et le fait de dormir bien et le stress. Mhm. Alors, je propose qu'on commence par la nutrition. Donc moi, j'étais danseuse, enfin, je le suis encore, mais voilà, ça a pris un peu de recul, au niveau de mon activité principale. Mais quand j'étais danseuse, je pensais bien manger, je pensais manger sainement, mais en fait, personne m'a jamais expliqué comment Mhm. manger. Alors esthétiquement, j'en ai souffert, mais je pense que ma performance en a souffert aussi. Je n'étais jamais dans la culture McDonald's, j'étais jamais dans la culture, du fait de boire du coca, des Mhm. sodas et tout ça. Je pensais bien manger, mais en réalité, j'y connaissais rien. Beaucoup de danseurs avec lesquels je parle aujourd'hui ne savent toujours pas réellement c'est quoi bien manger en tant qu'artiste athlète. Est-ce que tu peux nous donner les principes de base? Bien sûr, Cindy, pour moi, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde. Quand moi, je prends quelqu'un en face de moi et que je fais son analyse de besoin, eh ben, c'est la première chose qu'on voit. La première chose et la grosse erreur que tout le monde fait actuellement, c'est ne pas manger assez de protéines. Alors que les protéines, c'est le truc le plus essentiel, ok? Donc, c'est hyper essentiel pour tout le monde, encore plus pour un athlète qui est en train de détruire son corps en faisant des activités, tu vois, la danse, sauter, courir, tu vois. Donc, là c'est faire souffrir le corps et après, ne pas donner assez de protéines, assez de nutriments, voilà. Et les protéines, je vais dire, pour revenir à ça, c'est essentiel, tout l'inverse des glucides, ok? Donc après, il y a beaucoup d'athlètes, ils savent pas c'est quoi une protéine, ils savent pas, ils font encore la confusion. Donc c'est toute une éducation que je fais aussi avec mes clients, tout au long du process, tout au long s'ils sont là pour 6 mois, une année ou 3 mois. Donc c'est important que en, ok, on passe 1 heure ensemble, peut-être, ou 3 heures par semaine ensemble, mais à côté de ça, il y a dans une journée, on a 24 heures. Donc ce qu'il va faire une fois qu'il m'a quitté est hyper important pour qu'on puisse avoir du résultat. Donc, c'est toute une éducation que je commence aussi à distance, être là,
pour que la personne, voilà, puisse savoir ce que je dois manger, c'est quoi une protéine, combien je dois manger de protéines, à quel moment je dois manger les glucides, et ainsi de suite, pour qu'on avance, parce que c'est le gros problème actuellement avec les gens. Et quand tu vois quelqu'un, bon, là, je peux tout de suite dire, quand je fais le premier entretien avec quelqu'un et que je vois ce qu'il y a, je peux tout de suite dire que, ouais, ok, moi, je suis content dans ma tête parce que je me dis, on va très vite avoir des résultats parce qu'elle est loin du zéro, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un niveau zéro, mais il y a des gens, ils sont à -20 parce que, et ils pensent bien faire, hein, ok? C'est vrai que, il y a beaucoup d'athlètes, ok, ils veulent bien faire. Mais il ne s'agit pas juste de ne pas aller manger au McDonald's, tu vois. Il s'agit aussi de s'intéresser à comment. Mais c'est sûr, il y a beaucoup d'athlètes qui s'y connaissent maintenant, hein, qui font des choses, hein, mais pas tout le monde, tu vois. Donc, parce que le côté nutrition, bon, après, ça dépend aussi du niveau de l'athlète. Parfois, il ne doit pas se casser la tête parce il y a toute une équipe derrière lui, tu vois. Mais un athlète qui est seul, ok, voilà, il va peut-être demander l'avis, le conseil d'un coach, tu vois. Mais il y a beaucoup d'athlètes. Au début, comme quand nous on était jeunes, on avait les coachs, mais voilà, c'était pas pareil. Tout dépend de ton niveau aussi pour avoir accès à certaines, comment je vais dire ça, certaines, tout dépend de l'entourage qui est autour de toi, tu vois. Parfois, t'as pas besoin, tu dois pas savoir, et tout vient comme ça. Parce que voilà, on fait tout pour toi. Tu as une équipe, tu vois, psy, nutritionniste qui est là et le coach est là. Donc, c'est tout des choses que moi, quand je démarre avec quelqu'un, je fais tout pour qu'il puisse comprendre pourquoi pourquoi déjà il doit manger assez de protéines, pourquoi déjà il doit manger assez de bons gras, parce que voilà, il y a aussi une grosse confusion autour de ça. Les glucides, pourquoi les glucides, c'est presque pas, ce n'est pas essentiel, les glucides, tu vois. J'explique tout ça et au fur et à mesure, la première chose, c'est, même sans vouloir même si la personne mangeait un McDo ou mangeait mal, mon premier but n'est pas de lui enlever le McDo, mais c'est d'être sûr déjà qu'il mange assez de protéines, tu vois, qu'il mange assez de bons gras. Et quand ça c'est acquis, bah, c'est beaucoup plus facile après d'enlever ce qui est mauvais parce que il a eu assez. Et ce qui est en général, quand le corps mange, quand on donne au corps ce qu'il a vraiment besoin, il a beaucoup moins besoin des choses que des crasses, quoi. Tu vois? Et donc, c'est ça la première chose. Et une fois que je suis sûr que la personne, en fin de journée, elle a mangé assez de protéines, qu'elle a eu ses 4 repas, qu'il y a eu assez de protéines dans ces 4 repas, par exemple, tu vois, à ce moment-là, on va commencer à enlever ce qui est pas bon petit à petit, petit à petit. Mais en même temps, c'est hyper important pour moi qu'il comprenne ce qu'il fait, tu vois, pour qu'il puisse prendre son indépendance, tu vois. On mange le matin ou alors on mange pas le matin, tu vois, et ainsi de suite. Et après, c'est aussi maîtriser qu'est-ce que tu dois manger avant ta compétition ou avant ton entraînement, tu vois. Et tout ça fait que ton corps te répond mieux. Et qu'est-ce que tu dois manger après pour récupérer, et ainsi de suite. Oui, même pour les danseurs, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qu'on mange avant et après de C'est sûr, donner cours. C'est c'est très sûr. différent de qu'est-ce qu'on mange avant et après d'un spectacle. Mhm. C'est très différent qu'est-ce qu'on mange avant et après, d'un battle ou c'est super important. Alors, juste pour résumer, les protéines, c'est du poulet, du bœuf, des œufs, du yogourt grec, et cetera. Mhm. Les glucides, il y a les fruits, les sucres lents, le riz, les pâtes, et cetera. Les lipides, avocat, Mhm. de l'huile, Mhm. des noix. Mais alors, pour l'athlète, l'artiste Mhm. athlète qui veut rester athlète à long terme, quelles sont les conséquences possibles d'une mauvaise nutrition? Et quand je parle d'une mauvaise nutrition, c'est pas juste manger des crasses, c'est en fait ne pas donner à ton corps ce dont il a Bah, besoin. Parce que c'est ça que moi j'ai fait pendant des années, je lui ai pas donné ce dont il avait mhm. besoin, parce que j'avais pas les connaissances, parce que j'étais sous pression de l'industrie, qu'il fallait toujours être mince et donc j'avais tellement peur de grossir tout le temps, donc je donnais pas à mon corps ce qu'il avait besoin. Mais quelles sont les conséquences possibles à long terme pour un athlète qui se nourrit À mal? court terme, déjà, c'est les blessures, tu vois. Et à long terme, je pense que c'est, tu vas juste accélérer ton vieillissement, tu vois.
Donc, tu vas pas durer, hein. Donc, alors que c'est simple. Moi, je le vois encore aujourd'hui. Je fais des choses que j'aurais pas pu faire quand j'avais 18 ans ou 20 ans, tu vois. Donc, voilà. Ne pas donner assez de protéines à ton corps, c'est juste le détruire et voilà. À savoir que t'as besoin de protéines, par exemple, pour tes ongles, tes cheveux et tout. Donc, c'est hyper essentiel que tu manges assez de protéines. Donc, si tu n'en consommes pas assez, il y a des gens qui viennent chez moi, euh, ils ont peut-être 35 ans, mais on dirait qu'ils ont 45 facilement parce que, et le corps, ils ont pas, même s'ils font pas de sport, parce que les gens, ils comprennent pas ça. Et, c'est pas uniquement, les protéines, c'est pas seulement parce que tu veux faire du sport, c'est parce que ton corps en a besoin. Et tu vois, et si tu consommes pas cette protéine, ben, ton corps, il s'affaiblit, et alors t'as plus rien, tu commences à avoir mal au dos, tu prends du poids parce que t'as pas de muscles, déjà, parce que des muscles aussi, ils ont besoin, bon, on pense que c'est uniquement pour les muscles, mais les muscles, ils en ont besoin, effectivement, mais les protéines, c'est les cheveux, mais de l'autre côté aussi, tu vas perdre tes muscles. Quand tu te lèves tous les matins, tu manges pas le matin et puis tu manges. Je vois des gens, ils me disent qu'ils mangent une fois par jour. Ben, à la fin, ouais, t'as les choses d'autres qui viennent avec, hein, le mal de dos, tu vois, et ça commence comme ça. Mal au genou parce que voilà, t'as plus de muscles, ton corps il brûle plus, mais il garde le gras, il garde le gras. Et quand tu manges une fois, bah, une fois dans la journée, ton corps il brûle pas, hein. Et alors, il y a le truc qui se passe, c'est que tu perds du muscle, tu commences à prendre du gras, et le gras, ça, voilà, ça prend de la place. Et alors, les problèmes de dos arrivent parce que tu t'as plus de muscles non plus, et le genou parce que tu prends du poids, et ainsi de suite, tu vois. Donc, voilà. Après, moi, je le vois parce que quand ils viennent chez moi, tu le vois tout de suite. Ça va avec, hein. Quand quelqu'un qui mange une fois par jour, ou après, ils sont souvent en surpoids. C'est ça qui est bizarre. C'est ça le truc. Donc, c'est de corriger tout ça. Et après un mois, ça commence déjà à aller mieux. Oh, j'ai plus mal au dos. Et ça, tu vois que voilà, ça commence, tu vois. Ils sont déjà très contents de ne plus avoir mal au dos. Et alors, voilà, on mange plus et, et on perd du poids. Donc, c'est, voilà, tout athlète doit quand même s'intéresser à ça, même si on n'est pas, surtout si tu n'es pas entouré, tu vois. Et même si tu es entouré, même si tu es entouré, c'est quand même important pour moi de maîtriser un peu pourquoi tu dois manger assez de protéines pour tes muscles, pour ta récupération, tu vois. Les bons gras, tu en as besoin pour tes hormones, tout ce qui est testo et toutes les choses comme ça. Les glucides, ok, tu en as besoin vraiment pour, après, si on rentre dans les glucides, on peut parler des sucres lents et des sucres rapides, tu vois. Et moi, je sais, il faut toujours expliquer à quel moment tu as besoin des sucres lents. Avant l'entraînement, tu as besoin des sucres lents, tu vois, pour avoir de l'énergie tout au long de ton show ou de ton entraînement. Tout de suite après l'entraînement, ben, un peu de sucre rapide parce que tu es en hypoglycémie, tu vois, et ainsi de suite, pour faire remonter un peu ta glycémie. Tout ça pour optimiser ta récupération. Et c'est des choses que tu expliques aux gens et quand ils comprennent, ben, et encore, il faut qu'ils s'y intéressent, hein. Parce que voilà, ça, c'est encore autre chose, hein. Aussi parfois je parle avec, des danseurs ou, et en fait, C'est chiant. on a un peu envie de Non, mettre ça parce de que c'est côté, chiant. quoi. On pense que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Et beaucoup de gens ne s'intéressent pas à ça, comme tu dis, parce que c'est chiant. Ok, c'est vrai que tu dois pas compter tous les calories tout le temps, mais c'est important de faire ça au début pour un peu savoir qu'est-ce que tu es en train de mettre dans ton corps, tu vois? C'est important, ça rentre dans ton corps, donc à un certain moment, tu veux savoir exactement qu'est-ce que je suis en train de rentrer dans mon corps, tu vois? Tu dois pas faire ça toute la vie, mais voilà, il faut le faire à un certain moment pour, euh, pour lancer quelque chose. Et puis après, tu le sais plus ou moins. Tu n'as plus besoin d'être Et c dans le calcul, mais tu dois, si tu vas voir un coach et il te dit, ouais, tu vas y arriver sans, sans, sans que
je te mette sur la balance déjà pour connaître ta masse musculaire. Tu n'as pas besoin de compter les calories. Tu t'en fous de la nutrition. Ben voilà, ça c'est, je sais pas, mais il vaut mieux faire demi-tour. Un coach qui ne t'oblige pas à savoir c'est quoi les protéines, à savoir ce que tu manges, et tu dis ouais, on va juste s'entraîner, mais c'est pas possible, ça va pas durer ça. Ça va pas durer. Et c'est important que tu le dis parce qu'en tant qu'artiste athlète, c'est pas juste notre masse musculaire, c'est pas juste l'énergie, Mhm. l'esthétique. Ça peut aussi, une mauvaise nutrition peut aussi entraîner des Ouais, ouais, ça c'est blessures sûr. à long terme. Donc j'espère que ce message-là, il va passer pour les gens qui nous écoutent. Alors, on va passer au deuxième bloc qui est le bloc Mhm. entraînement. Alors moi, pendant très longtemps, très, très, très longtemps pendant ma carrière, oui, je dansais, j'étais physiquement Mhm. active. J'étais dans le théâtre du mouvement, et cetera. Donc l'analyse du mouvement, c'était une passion. La danse, c'était, le le highlight de ma vie. Mais aller à la salle de sport, la musculation, c'est un truc que je Mhm. détestais jusqu'à ce que je m'y mette et que, je découvre, la beauté de la technique et j'ai vraiment commencé à regarder, le truc d'une autre façon. Maintenant, Mhm. j'adore. Donc un premier entraîneur m'a, sauvé la santé, m'a changé ma vie. Il m'a fait aimer la salle de sport, il m'a fait aimer le travail de résistance, à soulever Mhm. des poids. Toi, tu m'as fait comprendre comment faire ma programmation à la salle de sport pour, être sûr que je sois en ligne avec mes objectifs danse, avec mes objectifs arts martiaux et Mhm. cetera. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens, qui font d'autres sports, ouais, qui font d'autres activités sportives, qui en fait n'aiment pas la salle de sport? C'est quoi qui nous retient en fait? J'entends beaucoup de gens dire: «Ouais, mais c'est chiant, c'est ennuyeux». Est-ce que c'est vraiment il y a que ça qui les retient ou il y a autre chose? C'est, ce qui les retient, c'est peut-être qu'ils ne jugent pas de l'efficacité d'aller à la salle, de faire ça en parallèle. Parce que pour arriver à bien faire un mouvement, ce n'est pas tout le temps en faisant le mouvement que tu vas mieux le faire. Tu dois, tu dois travailler le mouvement autrement avec des autres. Allez, tu vas à la salle, tu peux essayer de reproduire le mouvement à la salle, mais pas sur le terrain. Parce que faire toujours du spécifique, parce qu'il y a plusieurs choses en fait. À un certain moment, il faut faire du spécifique. Mais avant le spécifique, tu dois quand même faire du renforcement musculaire. Et ce renforcement musculaire va te permettre de faire la transition entre le spécifique avant de passer voilà, vraiment sur le terrain. Parce que en fait, il y a beaucoup d'athlètes aussi. Ce que je veux dire, c'est que euh, ils ne veulent pas mélanger le bodybuilding. Quand on parle de musculation, on ne parle pas de bodybuilding. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça le frein en fait. Donc, renforcement musculaire ne veut pas dire que je fais du bodybuilding. Renforcement musculaire veut dire prévenir des blessures aussi. Et voilà, et faire pouvoir durer, aller au bout du show. Parce que bon, ton show dure 1 heure, au bout de 30 minutes, tes muscles commencent à être fatigués et tout. Donc, faire du renforcement musculaire te permet de tenir peut-être 50 minutes et plus, quoi, tu vois. C'est de durer plus longtemps, d'être plus à l'aise dans le jeu, comme je vais dire, tu vois. Et il y a beaucoup d'athlètes qui comprennent ça aujourd'hui. Ce plus-là lui permet d'être voilà, d'être plus à l'aise sur le terrain. Et, c'est hyper important, d'autant plus que le fait de faire du renforcement comme ça sur le côté te permet d'éviter beaucoup de blessures, tu vois, que voilà. Parce que il y a une chose, bon, moi je le vois, ok, ils font pas la salle, ils sont toujours sur le terrain, mais ils se blessent aussi souvent, hein. Que je vois autour de moi, ça commence à changer dans le sens où les gens il y a un engouement Mhm. maintenant pour la salle, pour obtenir des résultats au niveau esthétique. Je suis pas sûre que beaucoup de gens comprennent Mhm. réellement Ouais, comment je la vois ça. salle peut les soutenir au niveau Ah ouais. performance. Donc par exemple, moi, il y a des fois où je suis venue vers toi et je t'ai dit: «Tiens, il y a des mouvements au niveau Mhm. explosivité, au niveau, de certains styles de danse, je dois être plus explosive» et tu m'as donné des exercices
spécifiques pour que certains muscles s'adaptent à une certaine explosivité. Et là, j'ai pu l'incorporer après dans ma Mhm, danse, mais ce lien-là, j'ai pu le faire que parce que toi et moi, on a eu des conversations au niveau de ma mhm, programmation de ce que je faisais à la salle, mhm, par exemple. mhm. Tu Ouais, vois? ouais, c'est ça. C'est ça, c'est, enfin, comment je veux dire, c'est, évidemment, quand tu vas à la salle, c'est pas pour juste faire du renforcement musculaire, il faut que ça ait un rapport avec, avec ton activité, quoi, avec avec ta danse ou avec le sport que tu fais, tu vois. Ça, c'est important de ne pas commencer à faire tout et n'importe quoi. Il faut que ça ait un rapport direct, tu vois. Et puis, bon, il y a les bases, c'est comme je dis, dans le renforcement musculaire, tu as les bases, tu vois. Genre, tout le monde fait du squat. Tout le monde fait des deadlifts. Et puis après, à un certain moment, il faut que ça devienne plus spécifique. Il faut qu'il y ait des mouvements plus spécifiques, comment dire, spécifiques par rapport à ton activité. Comme là, maintenant, tu m'as parlé d'explosivité, donc on va introduire des mouvements. Et je pense que si c'est expliqué comme ça à beaucoup de gens, ben, beaucoup de gens seront plus intéressés par rapport aux gens que tu dis qui s'intéressent pas. Mais c'est ça, en fait. Et puis il y a un deuxième aspect aussi, c'est travailler les déséquilibres Mhm. musculaires. Donc, par exemple, comme tu dis, dans la danse, on fait toujours les mêmes mouvements, dépendant du style de danse Mhm. qu'on fait. Moi, je faisais beaucoup de dancehall. Donc, en fait, j'étais beaucoup sur les jambes pliées. Et en fait, mes quadriceps étaient super Mhm. développés. Enfin, par rapport à la normale des gens, Mhm. on va dire. Mais en fait, l'arrière des jambes, les hamstrings, les ischios, Ouais, ischios, sur jambier. ischios. Ouais, donc ceux-là, en fait, ils étaient peu développés par rapport Ouais, à mes grave. quadriceps, par exemple. Et, et donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut travailler à la salle, parce que ça aussi, ça a des conséquences après sur de possibles blessures. Bien sûr, ouais, ouais, tout à fait, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, effectivement, on va corriger des déséquilibres quand tu viens à la salle, mais c'est aussi pour renforcer, quoi. Donc toi, tu trouves que t'avais Alors, les ischios qui étaient pas assez musclés. à l'époque, non. Maintenant, j'ai bien rééquilibré, je trouve, mais à l'époque, Mhm. en réalité, ils étaient faibles. Ils étaient vraiment faibles par rapport à mes Ouais. quadriceps. Ouais. Quand j'ai commencé, ouais. Quand j'ai commencé le fitness, il y avait une grosse Hmm. différence. Et maintenant, je le vois et au niveau force, parce qu'il y a plein d'exercices où j'avais du mal, où maintenant j'ai beaucoup plus Mhm. facile, et aussi au niveau esthétique, en fait. Ma jambe est beaucoup plus équilibrée au niveau Mhm. esthétique Ok. aussi. Ah, tant mieux. Très bien. Voilà. Bien joué, Cindy. Ok, maintenant j'aimerais parler des Ouais. blessures, parce que souvent, et alors ça c'est le truc en tant qu'artiste athlète, on veut pas entendre et qu'on n'écoute jamais d'ailleurs, c'est quand on est blessé, le docteur nous dit, ben il vous faut du repos. Mais nous, c'est notre métier. Donc le repos, bah, ça nous va pas, ça nous fait, ça nous met en dépression. Mais aussi souvent, le repos, c'est pas la meilleure des solutions Non, non plus. Mais par contre, il faut savoir s'entraîner avec une blessure. Et enfin, moi, j'ai appris beaucoup en travaillant avec toi. Quels sont tes premiers principes quand quelqu'un est blessé pour quand même s'entraîner, mais de manière safe? Ou comment est-ce que toi, tu abordes la chose quand tu as un client qui est blessé, mais pour quand même continuer à s'entraîner pour pas être dans la totale, voilà, être dans le sofa quoi et de plus rien bah, faire. le repos ne veut pas dire qu'il faut se mettre, il faut s'asseoir et ne plus bouger non plus, tu vois. Le repos, ça peut être à la place de venir à la salle, bah, tu fais du vélo, par exemple, tu vois. C'est quand on parle de repos, c'est que le corps il a besoin de récupérer. Ou alors tu diminues les séances, tu vois, et tu adaptes les exercices. Si genre voilà, le repos c'est une façon de décharger aussi, parce que bon, il y a des athlètes, quand il n'y a pas assez de suivi, ben on peut toujours vouloir être je vais faire mieux que la fois passée, mais à un certain moment, il faut aussi comprendre que le corps a besoin de faire moins que ce que tu as fait la semaine passée. Et quand on respecte pas ça, ben, le corps nous oblige c'est le repos forcé, tu vois. Donc, à un certain moment, le repos veut dire, ouais, voilà. Mais tu dois voir, si tu es en incapacité de bouger, tu dois voir l'état dans lequel tu te trouves, tu vois. Mais
parfois, tu ne dois pas tout arrêter. Le repos ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Il faut juste, voilà, diminuer l'intensité. Si c'était 3 fois, bah, 2 fois, une fois en moins, et puis pendant quelques temps, voilà. Mais moi, je suis pas pour le fait que il faut complètement arrêter, à moins que il le faut vraiment, tu vois. Il faut toujours adapter. Et ça, c'est d'ailleurs une de tes spécialités, je dirais, enfin, moi, je t'ai vu entraîner Mhm. des gens, euh, voilà, qui avaient différentes capacités. Moi, quand j'étais blessée, tu m'as donné plein d'exercices avec les Ouais, TRX, ouais. enfin, avec des Mhm. élastiques. Et donc, j'ai pu garder mon niveau pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois pour ressortir de l'autre côté quand ma blessure était guérie sans avoir perdu de la masse musculaire ou Mhm. de la force et quand même pouvoir reprendre d'un bon niveau. Alors, j'aimerais parler des saisons de l'athlète parce que ça, c'est Mhm. autre chose. Et je parle de nouveau de la danse parce que là, j'étais souvent sous pression. C'est que dans la danse, il y a un peu cette pression de l'industrie qu'on doit être prêt à son optimal 365 jours Mhm. à l'année. Et on peut pas, enfin, tu vois, on doit vraiment être au maximum de notre Ouais. performance. Et en fait, quand je suis tombée dans le fitness, je me suis rendu compte, ben, en fait, il y a des saisons. Et toi, tu en parles maintenant, il y a des moments où on Mhm. décharge. Il y a des moments où on s'entraîne avec moins d'intensité. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta manière de voir l'entraînement en se disant, en fait, il y a des saisons dans l'année. Aussi, en tant qu'athlète, quand tu étais sprinter, il y a des saisons. On n'est pas toujours à l'optimal. Ouais, c'est sûr, ouais, ouais, c'est ça. Donc, dans l'année, t'as toujours la pré-saison avant le début de la saison. Voilà, tu commences pas spécialement à faire de la muscu, des choses comme ça, tu vois. Tu fais il y a toujours un travail préparatoire, tu vois. Et après, on fait le renforcement global. Mais bon, pour venir, c'est plus le cas. Maintenant, ça, c'était quand j'étais athlète. Mais quand tu prends quelqu'un au début, ou genre toi, tu dois voir, est-ce que tu as des objectifs dans l'année, tu vois? Il faudrait que tu sois prêt à ce moment-là. Donc, ça sert à rien d'être en forme trop tôt. Et voilà. Après, c'est pas possible que tu sois à 100% toute l'année. Ça, il faut bien tenir compte de ça. Et genre toi, par exemple, si tu me dis que ouais, t'as un grand show au mois de septembre, par exemple, bah, on peut d'abord tu commences par faire du renforcement en général. Et puis plus on approche de ton show, plus ça doit devenir spécifique, tu vois. Et je sais que tu vas faire des choses explosives, ben à ce moment-là, on peut faire plus des choses explosives. Donc, mais au début, on n'aura pas besoin donc ça veut dire qu'au début, tu peux faire un peu de force, tu vois, avant de venir aux choses explosives. Donc, toute l'année, tu peux pas faire de la force. À un certain moment, tu dois changer un peu. Voilà. Tu peux travailler aussi d'une autre façon, changer un peu tes entraînements et ne pas être toujours dans le truc, comme je disais tout à l'heure, je veux faire toujours mieux que ce que j'ai fait la semaine passée. C'est pas ça. Donc, moi par rapport à mes clients, aux clients que j'ai, quand je prends un nouveau client, ben, c'est des cycles, en fait. Donc, le premier mois, c'est toujours d'office pour travailler la technique de la personne, tu vois. Il y a un certain nombre de répétitions à faire dans les exercices. Faut voir aussi combien de fois la personne peut s'entraîner dans la semaine. Le deuxième mois, faut toujours travailler, toujours continuer à travailler sur la force. De toute façon, on travaille la technique. Un débutant, il va prendre en force aussi, tu vois. Et puis, le deuxième mois, ben, on pouvait travailler un peu plus vraiment sur la force. Et jusque-là, on parle pas encore de perte de poids où je veux prendre du muscle, mais voilà, il y a des bases qu'il faut respecter avant de faire ce que la personne veut. Parce que, comment je vais dire ça? Bon, ben, on va dire, ouais, voilà, ce mois-ci, on fait, euh, on fait de la force. Au deuxième mois, après, on peut décharger, faire plus de hypertrophie. À un mois, tu peux aussi travailler un peu plus sur ta flexibilité, par exemple, tu vois. Un autre mois, tu peux travailler, on peut axer ce mois-là sur un peu plus d'endurance, tu vois. Un autre mois, tu peux bien faire du poids du corps, tu vois. Et c'est avoir des cycles comme ça. Ça, c'est une façon de cycler que je peux faire avec les gens. Ça, c'est une façon de cycler, par exemple, pour laisser reposer aussi tes articulations. Parce que si ce mois-ci, je fais lourd sur le squat et que le mois d'après, je continue à faire du lourd sur le squat, ça va pas être bien pour mon genou, par exemple. Donc, c'est de faire lourd peut-être un mois, 4 semaines.
on essaie de pousser, 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 pousser sur les squats. Pendant ce temps, les autres exercices comme le hip thrust, je fais léger, le deadlift, je fais léger, le bench press, je fais léger, ou alors épaule, je fais léger, tu vois. Et le mois suivant, les squats, on va faire vraiment léger sur les squats. Et là, je peux choisir un autre muscle. Ça peut être le haut du corps, le bench press, ou alors euh, ça peut être des tractions lestées, ou bien ça peut être sur le pull down pour travailler un peu le dos, ou le deadlift à ce moment-là, parce que le deadlift va pas solliciter le genou comme sur les squats, toi. Comme ça, en fait, le but ici, c'est de laisser tes articulations aussi se reposer de temps en temps. Donc, imagine un mois, tu fais pas de squat lourd, ton genou, il va récupérer, tu vois. Pendant ce temps-là, tu continues à travailler ta force, mais avec un autre mouvement, tu vois. Ainsi de suite. Ça, c'est une façon de faire pour les gens, la population générale. Mais un athlète, tu dois travailler en fonction de son objectif, tu vois. Donc, tu prépares, tu dois savoir combien de temps on a. Voilà. Tu regardes au début, peut-être qu'il a un truc qu'il faut corriger, comme toi, tu avais tes issues, tu vois. On peut faire un microcycle où on essaie de rattraper ça vite fait pendant 3 semaines avant de faire du renforcement général, de travailler ta force. Et le plus important pour toi sera quand le show va approcher, de complètement diminuer tout ce qui est charge lourde et tout, et de partir plus sur de l'explosivité, tu vois. Évidemment, tu dois aussi travailler ton cardio. Donc, tu peux prendre un mois où tu fais moins de muscu parce que tu sais pas faire les deux en même temps. Tu sais pas faire les deux en même temps. Moi, quand on faisait en tant qu'athlète, je me souviens, ouais, à début de saison, on travaillait beaucoup le foncier, on travaillait beaucoup l'endurance, on faisait de la muscu, certes, mais c'était le moment de vraiment travailler, voilà, la condition générale, quoi. L'endurance générale. Et puis après, ça devenait un peu plus, ça se rapprochait un peu plus de spécifique, tu vois, explosivité et toutes des choses comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est pas la même chose pour un athlète que pour. Mais t'as plusieurs options. Le plus important, c'est de laisser reposer tes articulations, tu vois, et de ne pas être toujours dans le fait que voilà, toute l'année, tu dois soulever l'eau. De toute façon, ton corps, il sait pas. Et tu risques d'être frustré parce que voilà, voilà. Et alors, j'aimerais juste souligner quelques petites choses que tu dis qui sont en fait très Mhm. importantes pour les gens. Enfin, de nouveau, je pense aux danseurs parce que je vois des erreurs qui sont commises. Mais déjà, de un, tu parles de mois d'entraînement. Il y a un Mhm. cycle. Pendant un mois, tu fais ça. Pendant un mois, tu fais ça. Pendant un mois, tu fais ça. Et donc, en fait, tu te prépares petit à petit pour un spectacle, Ouais. un show, une tournée. Mais très souvent, les danseurs, parfois, ils se disent, ah, ok, bon, dans 2, 3 semaines, j'ai mon show, Ah il ouais. faut que je m'y mette. Mais en fait, on sait pas se préparer en 2, 3 semaines, aller faire du Non. cardio et être prêt. En fait, ça se prépare des mois à l'avance, mais il faut être sûr qu'on a une programmation spécifique, qu'on se prépare au bon moment pour Ouais, ce ouais. show. Et parfois, c'est difficile dans nos métiers parce qu'il se peut qu'on ait un casting Mhm. demain et on doit quand même être à un niveau élevé. Mais en fait, le optimal, c'est pendant la tournée, en fait. Mais donc, tu parles de mois de préparation et avec une programmation spécifique, parce que tu parles aussi du fait qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. On ne peut pas travailler et la force et l'explosivité et le cardio et Ouais. la mobilité, tout ça en même temps. On regarde qu'est-ce qu'on fait pendant quelle Voilà. semaine. Donc, après, pour un débutant, c'est possible de tout mélanger. Mais pour un athlète confirmé, voilà, chaque cycle doit être assez sur quelque chose qu'il faut travailler, quoi. Tu vois? Parce que sinon, c'est augmenter la fatigue, tu vois? Un débutant, il n'a pas besoin de la même intensité, mais si quelqu'un, si un athlète s'entraîne, il va pas faire l'endurance comme un débutant. Donc, ça va lui prendre beaucoup d'énergie. Donc, il faut alléger un peu tu veux pas tout faire en même temps. Tu peux pas faire dans le même mois de la force, de l'endurance. Donc, et c'est mieux Ouais, comme ça parce que ton corps, il va récupérer beaucoup plus facilement et voilà. Faut pas négliger, il y a toujours une charge de travail. Une charge de travail, voilà. Et les blessures viennent parce que parfois, bon, comme tu le dis, maintenant, il va rester 3 semaines, il va commencer
à, à une grosse charge de travail et puis il n'aura jamais le temps de récupérer avant les 3 semaines non plus de tout ce qu'il aura fait pour le show, tu vois. Et alors, le prochain bloc, j'aimerais parler du sommeil et de la Mhm. récupération. À quel point est-ce que le sommeil et la récupération est importante pour l'artiste athlète? Bah ouais, tu dis, Et pourquoi? bah c'est tout le monde déjà. Bah, le sommeil, la récupération, sans récupération, tu sais rien faire. Si t'as pas récupéré, ton entraînement, tes entraînements sont pas les mêmes. J'ai déjà vu des gens qui viennent à la salle et puis voilà, ils me disent souvent, ouais, la semaine passée, j'ai encore fait ça, mais ouais, est-ce que t'as bien dormi, ça va, tu récupères bien, voilà. Et le sommeil, la récupération va avec le stress, tu vois. C'est souvent associé, on dort pas bien parce qu'il y a un stress et plus il y a du stress, moi, tu vois. Mais c'est quelque chose qu'il faut arriver à donner aussi une priorité à ce facteur-là. Et c'est pas juste dormir, quoi. C'est aussi, est-ce que j'ai pu récupérer de l'entraînement? Si tu as encore des courbatures ou, tu vois, alors, si t'as encore très, très mal à la jambe ou quelque chose comme ça veut dire que c'était trop, tu vois, que la charge de travail était trop. Donc, c'est ça aussi, il faut analyser ça. Et c'est important de demander ça, bon, enfin, moi, je le demande à mes clients et on adapte la charge de travail parce que si maintenant je suis s'il revient chaque fois et qu'il n'a pas récupéré, qu'il a encore mal de la séance passée, ça, c'est pas bon signe, tu vois. Il faut qu'il ait récupéré. Et c'est ça aussi la récupération. Il y a dormir et avoir récupéré de l'entraînement que tu as fait avant de retourner, tu vois. Alors, il peut avoir plus, ça peut être dû à beaucoup de choses. S'il revient et qu'il a encore très mal, peut-être qu'après l'entraînement, il n'a pas mangé ce qu'il fallait pour récupérer, tu vois. Parce que on parle d'un timing. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, on parlait de la nutrition, de timing après l'entraînement. Après un dur entraînement, ben, tu veux tout de suite manger les choses que ton corps a besoin pour pouvoir commencer ta récupération, tu vois. Et c'est hyper important pour un athlète de faire ça, tu vois. Dès que tu as fini ton show, eh ben, t'être déjà dans la récupération avec les choses que tu vas commencer à manger, tu vois. Sinon, ton corps, il va être usé, il va être fatigué. Voilà, on sait ce qui suit, hein, c'est la blessure et toutes les choses comme ça. Donc, dormir, c'est sûr. Tout le monde n'a pas besoin de 8 heures de sommeil, mais il faut que la récupération passe par. Il faut que une- une- il faut que ta nuit, quand tu as dormi, que tu as un sommeil récupérateur, on va dire, tu vois. Après, les charges d'entraînement, est-ce que c'est bien espacé? Est-ce que tu récupères avant de retourner à l'entraînement? Ça, il faut analyser et c'est ça. C'est là que tout est lié, en fait. Moi, je dirais quand même que par rapport au sommeil, depuis que le fitness a une place prépondérante dans ma vie, je dors beaucoup Mhm. plus. Enfin, après, je m'entraîne comme une Ouais, pétée ouais, aussi. Je l'exploser, sais, quoi. à quelques mois ouais, par exemple, en Krav Maga, pendant des mois, je me suis entraînée 17 heures semaine Ouais. et je sais que je pousse mes limites. Là, pour l'instant, je suis dans une période un peu plus calme, mais je j'accorde beaucoup d'importance à mon Ouais, sommeil et je sais que mon corps en a ouais, c'est important. besoin et j'y accorde énormément d'importance, quoi. Mhm. Alors, question par rapport au stress et la gestion Mhm. du stress. Donc on a déjà parlé du fait que le stress peut avoir un impact sur, les insomnies ou la qualité de Mhm. sommeil, mais aussi j'aimerais te parler de la gestion du stress et les conséquences que ça a sur le corps. Parce que je sais que toi, en tant Mhm. qu'athlète, quand tu faisais du sprint, tu étais très stressé en moment de Ah ouais. compétition. Alors, les gens qui sont, des cascadeurs face à la caméra, il y a quand même une certaine pression. Bon. Je veux dire, quand tu fais des cascades en face de la caméra, ça coûte cher, le Ouais. temps coûte cher, donc on n'a pas envie de Mhm. reprendre, le truc 10 fois, donc tu as intérêt Ah à ouais. le faire le plus Mhm. rapidement possible. En tant que danseur, peut y avoir une pression aussi, en fonction du spectacle. Comment est-ce que toi, tu gérais le stress et est-ce que ce stress avait un impact sur la manière, de la comp que la compétition se Ouais. déroulait quand tu étais D'office. sprinter? Mais ouais. Ça, s'il n'y a pas photo, ouais, c'est sûr, ça a un impact direct parce que tu peux être meilleur athlète à l'entraînement, tu peux faire les entraînements et le coach, il va dire, ouais, ça, c'est sûr, tu vas faire ce temps-là à la compète.
Si l'athlète a du mal à gérer ce stress-là, voilà, c'est en dessous de 50% de ses capacités, hein. Donc, il faut avoir des techniques. Tout est possible, la respiration profonde, l'entourage, des psys, voilà, tout ça rentre en jeu et ce stress-là, il faut pouvoir le gérer, quoi. Et comment toi tu le gérais quand tu étais plus jeune? Moi, je faisais l'auto-respiration, hein. Juste avant la course, bah, je pouvais m'allonger, me concentrer uniquement sur ma respiration, tu vois. Donc c'était ça mon truc. Mais personnellement, moi c'était ça, quoi. C'était l'auto-respiration et pouvoir rentrer dans ta bulle, quoi, tu vois, avant la course. Si tu avais un conseil à Ouais. donner aux artistes athlètes pour rester dans l'industrie à long Alors, terme, ce serait quoi? bah, un conseil général, c'est de s'intéresser à leur hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie, tout simplement, tu vois. Et plus on prend de l'âge, plus ça devient important. Si tu veux durer, tu vois. Il y a des athlètes qui ont, qui ont performé beaucoup plus longtemps, mais ils avaient une hygiène de vie irréprochable, tu vois. Donc c'est bien dormir. Parce à partir d'un certain âge, tout ce que tu fais, bah, ton corps récupère, il prend plus de temps à récupérer, donc tu dois faire beaucoup plus attention. Voilà, avec l'âge, tu dois manger plus de protéines encore, tu vois. Donc, si étant jeune, tu ne mangeais pas assez de protéines et que tu continues à ne pas manger assez de protéines avec l'âge, avec l'âge, t'as encore plus besoin de manger de protéines, tu vois, pour tes cellules. Donc, si tu le fais pas, ben, tu vas vieillir plus vite. Donc, c'est ça, quoi. C'est l'hygiène de vie. Si les gens veulent travailler avec toi en tant que Mhm, coach en salle, pour l'instant tu coaches en Belgique, ou bien s'ils veulent s'entraîner avec toi à distance via ton application, donc tu entraînes aussi les gens à mhm. l'international, où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet? Ben, Instagram, tu es à la coaching. Il y a mon application, mais il faut d'abord m'envoyer un email, en fait. Instagram. Je suis très actif sur Instagram pour l'instant. Merci beaucoup Issa en tout cas pour tous tes Mais c'est moi. conseils et on se revoit C'est à la très salle. enrichissant, ouais. Merci à toi, Cindy. Ciao, ciao.